Nous nous trouvons actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé, Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Cependant, comme nos spectateurs et nos panélistes proviennent de plusieurs endroits du territoire, aujourd'hui appelé Québec, il est important de se remémorer que plusieurs nations autochtones ont sillonné ce large territoire pendant des milliers d'années. Par les chemins qu'ils ont empruntés et réempruntés sur des territoires circonscrits, ils ont développé un attachement propre à ces territoires, d'où ont émergé leur savoir-faire, leur savoir-être, leur vision du monde et leur culture. Nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Je vais passer la parole à Audrey. Donc, bonjour, mon nom est Audrey Monette-Deschaines. Je suis une agente de recherche pour le Drahalicon-Son-Donjé, donc l'ERSA du Québec. Nous souhaitons la bienvenue au deuxième webinaire de la série Pratiques innovantes et prometteuses en matière de décolonisation, réconciliation et autochtonisation des milieux postsecondaires, et donc qui favorise la réussite et la persévérance des étudiants autochtones. Aujourd'hui, nous aborderons les services dédiés aux étudiants autochtones dans les établissements postsecondaires du Québec. Afin de les accueillir et de les supporter, plusieurs cégeps, collèges et universités ont mis en place des postes et des services dédiés pour ces étudiants. Ces services ont comme objectif de mieux servir et répondre aux besoins des étudiants autochtones tout en facilitant leur adaptation aux façons de faire allochtones et donc aux structures allochtones et de favoriser leur réussite scolaire. Leur présence seule favorise le nombre d'inscriptions et d'auto-identification des étudiants. Ces services sont d'une grande diversité et comprennent parfois des espaces physiques dédiés. Pour les étudiants, les services représentent un espace culturellement sécuritaire dans lequel ils peuvent exprimer leurs besoins, être eux-mêmes, sans peur de discrimination ou de racisme. À l'heure actuelle, il y a peu d'études au Québec et au Canada qui se sont intéressées aux personnes œuvrant dans ces services. Donc aujourd'hui, ce webinaire donnera une voix à ces personnes tout en soulignant leur travail, leur réussite et leurs défis. Comme si vous avez suivi nos publications dans les médias sociaux, nous avions annoncé la présence de Cathy Géina et Emma Chakwan comme panélistes, mais une situation hors de leur contrôle nécessite que nous reportions leur intervention à plus tard. Nous partagerons sur nos médias sociaux le moment et la façon dont nous partagerons leur expérience et leur parcours avec nous et avec vous. Sans plus attendre, nous accueillons Laurie Lavoie, technicienne en éducation spécialisée au Centre des Premières Nations Nikanit à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 2 ans, si je ne me trompe pas. Elle sera accompagnée d'une étudiante de première année en travail social, Daphné Malek. Donc, Laurie, je te cède la parole. Oui, bonjour. Laurie Lavoie, est-ce que Daphné, tu veux ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Oui. Donc, je vais commencer par vous présenter la roue que j'ai utilisée pour présenter un peu mes services aux étudiantes parce que quand je rencontre un étudiant ou une étudiante la première fois, je trouvais que c'était très linéaire, mon petit signet institutionnel. Donc, cette année, j'ai utilisé la roue. Donc, je vous la présente. Normalement, vous devriez la voir maintenant. Donc, j'ai essayé de regrouper un peu les raisons de consultation qui reviennent le plus souvent. Je commence souvent par ici, la décision, le mental, la préparation, planification, organisation. Il m'est arrivé, par exemple, d'accompagner les étudiants qui déménagent ici pour les premières fois dans juste trouver un appartement, savoir quoi mettre dans notre ordinateur, qu'est-ce que j'ai de besoin, planifier l'agenda, structurer un peu comment ça fonctionne l'horaire de travail à l'université, la lecture des plans de cours. Donc, j'ai des outils à leur proposer aussi en lien avec l'organisation, la planification. Si on s'en va dans l'autre qui est plus dans les actions physiques, donc évidemment d'assister aux cours, mais aussi des fois on va reprendre du contenu ensemble, faire de la révision, je leur apporte les stratégies d'études, on va discuter des fois de certains concepts, préparer des lexiques où ils vont peut-être écrire par exemple dans leur langue maternelle, puis ensuite avoir la définition. On en rediscute ensemble beaucoup. Par rapport aux travaux, faire des plans de travail, la méthodologie, des fois aider au départ à la recherche
recherche aux normes à avoir dans un travail universitaire. Puis après, je fais le référencement, évidemment, là, soit à ma collègue immédiate, Mylène Girard, qui est le soutien en français ici, ou sinon au bibliothécaire là, des programmes. Par rapport aux lectures, aussi des stratégies de lecture plus efficaces. Puis, évidemment, là, j'accompagne aussi des personnes en situation de handicap. Donc, il m'arrive aussi de parler des outils technologiques là, pour l'aide à la synthèse vocale ou certains outils là, d'accommodement. Dans le côté plus émotionnel, qui est d'être un peu le filet de sécurité, je dirais, là, ou en tout cas d'être l'oreille qui écoute et qui reçoit des fois les choses plus injustes ou des situations qui, des fois, me rendent plus émotive et impuissante, puis où on va en parler ensemble, puis je vais après ça diriger les étudiantes et je peux les accompagner dans la démarche si elles désirent, par exemple, porter plainte ou si quoi que ce soit là, à faire en lien avec soit une situation vécue là, dans l'institution avec un professeur ou une équipe de travail. Évidemment aussi gestion de stress, anxiété, donc je vais aider aussi, accompagner là-dedans, toujours en respectant là, la culture des étudiants. Nous, ici au Saguenay, c'est principalement des Inuits et des Atikamekw. Ensuite, le côté là, justement plus spirituel, souvent dans la gestion du stress, ben, je vais partir vraiment de qu'est-ce qu'elles utilisent, elles, pour gérer leur stress, se faire du bien. Donc, si c'est soit de faire de la purification avec la sauge ou d'aller faire des ressourcements, des choses comme ça. Puis, je travaille aussi à partir évidemment de l'objectif ultime. Souvent, dans le parcours qui est très long à l'université, on perd de vue pourquoi on s'est inscrit. La grande différence entre des étudiants, parce que je côtoie aussi évidemment là, des étudiants allochtones, c'est souvent qu'il y a une volonté vraiment pour les étudiantes des Premières Nations de redonner à la communauté. Donc, je m'inscris dans un programme souvent principalement en enseignement travail social pour retourner après travailler en communauté. Donc, cet objectif-là, des fois dans le parcours, quand on vit tout plein de situations, puis c'est assez long, un parcours universitaire, on le perd de vue. Donc, on va retravailler aussi à partir de nos valeurs profondes puis de pourquoi on s'est inscrit au départ. De concilier aussi avec souvent plusieurs enfants, des fois même très jeunes, déjà grand-maman, concilier la vie de famille et d'étudiante et des fois aussi de travailler. Donc, je trouve que ça rassemble vraiment les éléments pour lesquels je rencontre les étudiants et dans quoi je peux les accompagner. Puis dès que ça s'en va en dehors de mon champ, moi, là, du soutien à l'apprentissage, bien, je les réfère à des collègues au service aux étudiants. Moi, je travaille volontairement là, en partenariat. J'ai le service aux étudiants aussi dans ma tâche. Donc, je travaille avec le Centre des Premières Nations. Le bureau est à temps plein ici, mais j'ai des rencontres régulières avec les collègues des services aux étudiants pour vraiment attacher les services. On m'avait demandé de parler de quelques enjeux. Donc, je vous dirais que dans les enjeux principaux que j'ai, il m'arrive de me questionner sur ma légitimité. Je ne suis pas autochtone. Par contre, je les accompagne avec tout mon cœur. Je tente d'être la meilleure alliée possible, mais il m'arrive de me questionner sur si je suis la bonne personne. Puis de plus en plus, là, ici, on a une chef qui vient d'arriver qui est autochtone. Donc, on a embauché aussi des étudiantes autochtones qui vont nous aider aussi pour les activités culturelles. Donc, on tente là, vraiment que ça corresponde à leurs besoins, à leur image, à leur culture le plus possible. Puis moi, ben, je reste quand même une alliée du mieux que je peux. Puis Daphné. Oui. J'ai invité Daphné parce que c'est une super étudiante qu'on se connaît depuis pas très longtemps. Puis quand on a discuté ensemble que je l'invitais, ça lui a fait plaisir. Puis on s'est dit, moi puis Daphné, on s'est jamais vus physiquement, mais elle m'a dit, moi, j'ai eu confiance tout de suite. Puis elle m'a fait réfléchir à comment ben, on fait en Zoom hein, pour créer un lien de confiance. Puis je pense que c'est dans l'ouverture, puis qu'on travaille ensemble et je ne fais pas les choses pour, puis qu'elle s'est sentie tout de suite à l'aise. Puis on a parti de quelques questions. Veux-tu que je te pose la première question, Daphné? Oui. En quoi le soutien, pas juste le mien, parce que Daphné est au pavillon de cette île, donc elle est des fois aussi en contact avec mes collègues de cette île. En quoi ça t'aide le soutien
à ta réussite? Premièrement, premièrement, je voudrais dire que j'ai un diagnostic. Fait que le diagnostic, des fois, m'amène à pas avoir confiance, à pas avoir, c'est pas, genre, j'ai besoin de validation pour valider mes pensées, mais si ce que j'ai écrit dans mes travaux est correct pour moi ou non. Fait que quand quelqu'un me lit, ça me permet de dire, OK, c'est pas fou ce que j'ai écrit, là. Après ça, Puis des fois, j'ai besoin que... quand je parle avec Laurie, j'ai besoin de... J'ai mon idée, mais j'ai pas le mot exact. Fait qu'on essaie de trouver le mot exact que je veux dire. Puis aussi le fait que des fois, elle m'écoute juste pour ventiler. Fait que c'est aussi ça, là. Fait que elle m'envoie pas un peu partout, genre pour me dire, OK, vas-y là-bas. Il y a aussi le fait que ça me permet de ne pas abandonner dans le sens parce que j'ai dit des fois, j'ai envie d'abandonner aussi, mais ça, c'est encourageant de se faire dire aussi, puis encourageant de se faire dire aussi que tout le chemin que j'ai parcouru avant aussi, puis il y a aussi le fait que ça, c'est d'avoir puis de revoir mes cours aussi, ça me permet d'avoir des rétroactions sur mes cours, des fois, des fois, juste elle m'écoute, là, juste, je lui dis qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, puis on dit que ça a du sens, mais pour moi, ça n'a pas du sens. Des fois, ça n'a pas de sens pour moi, mais c'est juste quand je parle avec elle, c'est là que je me rends compte que c'est correct, non? Ce que j'avais dit, puis ce que j'avais écrit, puis ce que j'avais compris aussi. Puis le fait de ne pas étudier dans une université grosse, dans un petit pavillon, me permet aussi d'être plus en contact avec mes profs, puis les gens qui entourent ce pavillon-là aussi. Puis le fait que j'étudie aussi à cette île m'amène à plein de propositions, des propositions d'emploi, des opportunités. Il y a aussi le fait que d'étudier ici m'a permis de ne pas quitter ma famille, de ne pas m'éloigner de ma famille, de ne pas quitter de mon territoire. Puis j'ai obtenu aussi un poste ici avec Julie Dubé pour aider dans les activités culturelles. Fait que ça me permet aussi de mettre en lien ma culture puis mon lien avec le territoire dans mes études. Puis ce que j'aime aussi dans le fait d'étudier à cette île, c'est que c'est le fait qu'on parle beaucoup des Autochtones aussi. Fait que, puis là-dedans aussi, je sais pas, des fois j'arrive aussi avec mes réflexions avec Laurie. Fait que c'est ça, c'est le fait de se faire écouter, puis d'avoir d'avoir ces idées aussi m'aide à m'amener plus loin dans ma réflexion. Puis c'est ça, c'est comme elle a dit, on ne s'est jamais rencontrés aussi. Fait que le fait de, je sais pas, ça a cliqué dès le début. Puis c'est ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'elle me répond rapidement aussi. La disponibilité. Ouais. Puis, de quoi tu es le plus fier de ton parcours? C'est la première session, là, Daphné, à l'université. À l'université, dans le fond, je me surprends moi-même, j'ai des notes plus hautes que d'habitude, que je ne comprends pas des fois. J'ai même dit à Laurie que je ne comprenais pas pourquoi, mais des fois, genre, genre, mes collègues de classe me demandent « Ah, toi, tu as l'air de comprendre. » Mais non, je comprends rien. C'est pas vrai que tu comprends rien. Toi, tu penses que tu comprends rien, mais c'est pas vrai. J'ai aussi le fait que j'ai un diagnostic, on m'amène à travailler 2 fois plus, puis à aller chercher 2 fois plus de
de recherche, des fois plus de lecture à faire aussi des fois. Puis puis mon parcours scolaire aussi, j'en suis fière. Ça m'a pris énormément de temps à finir mon secondaire. Mon cégep, ça a bien été. Ça m'a pris, au lieu de 2 ans, ça m'a pris 3 ans. Puis c'est de continuer à pratiquer aussi ma culture parce que c'est important pour moi, puis d'être sur le chemin de l'éducation aussi, c'était important pour ma famille aussi, puis pour moi. Puis je tiens aussi à dire que je suis la première des 2 côtés de mes parents à être à l'université. Des fois, c'est quand même dur d'être la première, mais je trouve ça important aussi de dire de dire qu'on peut aller à l'université même si personne autour de nous est allé. Merci. C'était touchant, Daphné. Ouais. Je sais pas, il y avait une 3e question. C'était qu'est-ce qui te permet d'être persévérante? Ouais. C'est ça. Je l'ai dit tantôt un peu, je pense, c'est ma famille. Ma famille, mes parents m'encouragent aussi beaucoup. Juste pour vous donner des exemples, mon père habite pas dans le même... On n'a pas habité dans la communauté à 2 heures de route. Fait que, c'est ça, mon père se lève le matin, puis il m'appelle pour me réveiller, pour me dire que c'est l'heure d'aller à l'école. Et aussi, j'ai ma mère qui m'aide beaucoup aussi dans ma persévérance. Genre, si je ne suis pas des fois de comment je me sens, de qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui. Puis j'interagis beaucoup avec elle aussi. Puis elle me donne ses idées. Puis des fois, elle me dit, bon, arrête là, tu sais que tu peux faire ce que tu peux le faire. Puis c'est ça, elle m'envoie à l'école. Il y a aussi le soutien de la communauté. Genre, je reçois beaucoup d'aide de la communauté, du conseil, de l'école. On a aussi premièrement, ça, j'étais aussi à dire que j'ai jamais pensé aller à l'université avant. Je pensais m'arrêter au cégep, faire une technique. Puis puis ma vie s'est passée autrement. Mais ça, pour revenir à Menga, on a un conseiller d'orientation qui nous suit depuis le secondaire. Avec elle, je voyais tout le temps qu'elle me présentait plein de métiers que je pourrais avoir en lien avec le métier de mes rêves que je voulais faire avant, avec le travail social. Quand j'ai su que le travail social était offert ici, je me suis inscrite en travail social, puis je pense que j'ai fait un bon choix quand même en travail social parce que ça me permet de dire que je vais apporter mon aide à ma communauté, puis je peux défendre ma communauté en étant travail social aussi. Ouais, c'est ça. Puis ma persévérance aussi, je pense, mes frères et sœurs qui voient que je peux faire ça, puis qu'eux aimeraient ça, mais c'est dur pour eux, mais en même temps, le fait de voir quelqu'un qui peut le faire, je pense qu'ils peuvent voir aussi qu'eux, ils peuvent le faire. Ouais. Merci. Ouais. Je ne sais pas. On a fini, non? On a fini. Bien, je veux juste en profiter là, pour faire la transition, de vous remercier toutes les deux. Laurie et moi, on s'était déjà rencontrés là, pour parler de la présentation. Puis je trouvais son outil vraiment intéressant parce que ça intégrait des savoirs autochtones, puis aussi sa propre expérience. Je trouve ça intéressant aussi de voir comment ta pratique a évolué à travers les années, puis que c'est toujours en constante réflexion. Puis, Daphné, merci énormément de ton partage
Pour être une étudiante qui est retournée aussi plus tard aux études avec ses propres enjeux, ça me touche beaucoup ce que tu nous partages aujourd'hui. Puis je trouve ça le fun aussi de voir comment tu es supportée par tellement plein de personnes, puis que toi aussi, tu as une propre réflexion sur tes apprentissages, puis sur ton chemin. Donc, merci à toutes les deux énormément d'être avec nous aujourd'hui, de partager vos savoirs, vos enjeux, puis vos Un réussites. plaisir. Merci. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre deuxième panéliste qui provient de l'Université du Québec à Montréal, ou l'UQAM, donc Livia Vitenti, qui est conseillère à l'accueil aux personnes étudiantes autochtones. Donc, Livia, je te cède la parole. Oui, bonjour. C'est ça, je m'appelle Livia. Je travaille ici à l'UQAM depuis septembre, et donc ça fait pas longtemps, c'est la moitié de mon 3e mois ici. Je suis brésilienne, j'ai des expériences en travail par les peuples autochtones du Brésil et du Canada aussi, plutôt du Québec. C'est ça, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on peut venir après par rapport à les expériences au Brésil, si vous êtes plus intéressé à ça. Je voulais me concentrer plutôt dans les défis ici, là, maintenant, parce que moi, j'ai comme un parcours en anthropologie plutôt par rapport à la santé mentale, la prévention du suicide en milieu autochtone. Et aussi, comme je viens du Sud, toutes les théories de la décolonialité et aussi surtout par rapport à l'éducation, la décolonialité du savoir, c'est quelque chose que j'ai tiens très à cœur. Donc, juste pour vous dire, c'est quel genre d'approche j'utilise pour faire mon travail. C'est sûr, je ne suis pas autochtone, ni d'ici, ni de mon pays. Donc, aussi, je suis interpellée par cette question parce que c'est quand même une position intéressante. Je ne suis pas blanche ici, mais je suis blanche dans mon pays. Donc, j'ai comme un background comme femme privilégiée, mais du Sud. Donc, je me trouve dans un moment très intéressant d'apprentissage dans ma vie parce que je vois un changement. Depuis 2004, j'ai commencé à travailler avec les Guarani Kaiwa du Brésil en 2004, et donc ça fait 18 ans. Et c'est très intéressant de voir comment les personnes autochtones d'ici, d'ailleurs, même pas, je ne parle pas juste du Brésil, d'autres pays en Amérique du Sud aussi, ils sont en train d'à chaque fois prendre plus la place. Donc, ça fait partie d'une réparation historique très importante et nécessaire. Donc, c'est intéressant de voir quand même d'avoir quelques gens qui m'interpellent par rapport à ma position ici en tant que conseillère pour les personnes étudiantes autochtones, mais pas autochtones. Donc, ça me provoque beaucoup de réflexions. Surtout parce que si on parle de décolonialité, on parle justement d'une décolonialité par rapport les savoirs, l'épistème. Donc, c'est très important pour moi. Juste pour me tenir plutôt par rapport à mes défis ici et les enjeux en tant que conseillère auprès des personnes étudiantes ici à l'UQAM. Je travaille avec 2 personnes, des étudiantes autochtones. Ici, on a un espace qui était fait pour les personnes étudiantes autochtones, s'appelle NISGA. Maintenant, à part moi, il y a 2 personnes étudiantes autochtones qui travaillent ici aussi. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on part quand même de leur point de vue pour proposer des activités, surtout parce qu'on veut que les étudiantes se sentent plus à l'aise de venir à l'espace. C'est un espace très, très connu par les étudiants, donc on essaie de faire la promotion de l'espace. Donc, on pense à
activités pour attirer l'attention, mais aussi des activités culturellement sécurisantes. Donc, c'est pour ça qu'on jase toujours avec des étudiants, on demande leur opinion par rapport, par exemple, on veut faire un cercle de lecture. Donc, juste pour lire juste des auteurs, autrices autochtones, soit fiction, non-fiction, des académiques, autochtones aussi. Faire un café causerie, on pense l'entraide, partager, inviter des anciens étudiants de l'UQAM, qu'est-ce qu'ils font là aujourd'hui, comment ils se retrouvent en tant que personnes autochtones et professionnelles dans un métier spécifique. Donc, c'est ça, comme ça fait juste 2 mois et demi, je suis ici, c'est des activités que nous sommes en train de développer, mais ça va bien jusqu'à date. Donc, je fais une petite liste de succès et enjeux. Pas nécessairement que je retrouve là maintenant, mais je trouve que c'est important, soit dans mon rôle de conseillère, mais aussi pour toutes les personnes, comme Laurie disait, qui veulent être alliées, des personnes étudiantes ou non autochtones. Mais c'est la première chose, c'est la plus importante, c'est être à l'écoute, vraiment attentive. Si on parle, je reviens à la décolonialité, on écoute. On parle juste si c'est vraiment comme pertinent, qu'est-ce qu'on va dire, si on trouve qu'on ne s'impose pas. Donc, c'est une éducation, quand on parle de décolonialité du savoir, on parle plutôt d'une éducation à la vie. Donc, c'est ça la pédagogie décoloniale, dans mon point de vue. Donc, un défi important, ce serait de voir comment on peut amorcer un peu plus, parce qu'il y a des démarches déjà pour la gestion de l'UQAM. Donc, pour inclure des perspectives autochtones, pas juste dans les espaces destinés aux autochtones, aux personnes étudiantes autochtones, mais aussi dans d'autres sphères de l'université. Savoir que plusieurs personnes étudiantes autochtones ont beaucoup de réticences par rapport aux services conventionnels et comment on peut les adapter à leurs demandes. Et que les réalités, comme je disais, ça a beaucoup changé depuis 2004 et les réalités, les enjeux sont très différents aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'implications des personnes autochtones un peu partout. Ben, pas d'implication, ça c'est pas les bons mots, mais des présences, vraiment présences dans les postes des professionnels. Quelles, selon eux, seraient les attitudes pour réconcilier, pour vraiment faire une réparation historique? Maintenant aussi, ici, je voulais dire ça, je travaille en partenariat aussi avec la conseillère pour les jeunes parents et pour la communauté d'esprit LGBTQIA+, parce qu'on a quand même cette intersection. Ça peut arriver souvent, l'intersection, une personne autochtone et issue de la diversité des genres, de la diversité sexuelle. Donc, je pense que pour finir, je voulais vraiment souligner c'est quoi mon rôle en tant qu'allié. C'est vraiment de s'engager, d'écouter, s'engager, de soutenir et être prêt à faire des coalitions efficaces et aussi, personnellement, en tant que femme immigrante, aussi comprendre qu'il y a des intersections et parfois on va occuper quelques places dans l'intersectionnalité, pas d'autres. Comment on peut évaluer ça pour vraiment s'engager dans les luttes qui, en théorie, ne m'appartiennent pas parce que je ne suis pas autochtone, mais comment je peux m'impliquer, vraiment faire une différence, toujours en respectant leurs demandes, leur point de vue, en tout cas, c'est pas évident, hein? C'est un sujet un peu délicat, mais en tout, je pense que c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci, Livia. J'avais déjà pris un peu connaissance de ton parcours étudiant et professionnel. Je trouvais ça vraiment intéressant que tu aies une expérience aussi diversifiée auprès de plein de personnes et de groupes autochtones à l'international, au Brésil, localement. Je trouve ça intéressant aussi de la façon que tu nous présentes ta propre réflexion en tant que, comme tu dis, en tant que femme immigrante, en tant que personne allochtone, autant dans les intersections aussi que la façon dont tu dois interagir pour être une alliée décoloniale. Merci beaucoup d'être ici avec nous, partager ton travail, ton expérience. Donc, Merci à vous pour l'invitation. merci. La prochaine personne, so our next panelist is Tiawan Tenol Canadian. She is the coordinator of Dawson's College People Center. She is also a contributor to the College Certificate of Decolonization and Indigenization Studies, and a daughter, partner, sister, auntie, and cat mom. So I am giving you all the space to present your work, and thank you again for being with us today. Jawandino Yajat Canadian de Waxanazare, Waganyatu, Ganoaga Ganagare, Tanu Jajagani Joano. Ahando Igade, Zanine Rindawayesta Ranajataro, Zinore Whisk Neo Serage, Ona. Tanawakasununi Tika Igas. Hello, everyone. I introduce myself in my language. I am Ganyet Gahaga from Ganoaga. My name is Jawandino Canadian, and I am a Turtle Clan woman from Kahnawake, where I now reside in Montreal. And I am the coordinator of the First People Center at Dawson. I've been here for 5 years now. And I'm happy to be here to share my experience over the past half decade. Like my colleagues have all mentioned, there are a lot of difficulties or struggles when it comes to this type of work. And so let's just reflect on those for a moment, and we'll get into the nice stuff later on. One thing that wasn't mentioned was often those of us who do indigenization work in these large institutions, sometimes we might be a singular Indigenous person working in the institution. Sometimes we have very small teams. And so it's really quite isolating. I work in a CEGEP, and so our students are a bit younger than university students, which further adds to isolation, because it's, when you want to have a conversation with an Indigenous adult, sometimes you have to go call your mom or something. And so I've been lucky in the past year and a half. There's been a concerted effort to hire more Indigenous people, and we've increased the staffing in my center. We now have a social work technician. And before she came along, I had sort of reached the point where I felt like I couldn't move on. I experienced burnout going through the pandemic. Even pre-pandemic, we know that the social issues that the students face, that we deal with, are often more profound than the average student. And so, we experience a lot of secondary trauma. The college was able to remedy that by hiring someone who's actually trained to support the emotional needs of students. So it's made a big difference. And as we move forward, there's plans to hire more Indigenous people and to really, increase the capacity within the college of the Indigenous groups, but also just, I think, increase that community that is so needed for our mental and emotional health. There's also this urge, I think, amongst us when we're working in these institutions to try to make a difference in every facet that we can. And often we're even sort of encouraged or pushed to do so. So when I first started working, I was doing frontline student emotional support, indigenizing the college, which is
no one gave me a blueprint on how to indigenize. And so there's also that like heavy mental load of trying to figure out exactly what it means to indigenize and how to indigenize using using cultural knowledge that isn't yours. So I'm Ganyak Gahaga. I'm very strongly rooted in my traditions, my language, but I don't know a lot. I didn't know a lot about the other nations in Quebec. And so it felt like there was a very marked absence of those cultures, and what I could bring in sometimes felt superficial to me, just because I didn't have the capacity to, you know, lead a Cree class, a Cree language class. And so for self-preservation reasons, I've also tried to lower my workload, which sounds counterintuitive when it comes to indigenizing, but I had to protect myself. And so with the hiring of more student support, I've been able to take a step back from academic support, and I've been able to take a step back from the indigenizing of the institution and really focus on the relationship building within the center. And so the center, we have a very small space. That's one of our other issues, is we have a space that is made for a capacity of 8 people. We regularly see about 50 students per day, give or take. And so sometimes it is so crowded that students can't come in. Currently, we're dealing with an issue of new students who started in September not feeling like there's a space for them in our center. So we have to be creative. We run programming in other parts of the college, but those new students are really missing out on this environment that we fostered over the past few years. However, there is some good news and some light at the end of the tunnel. It seems like after a few years of campaigning and the threat of a student petition being brought to our space committee, that we will be increasing the size of our center almost double, or actually more than double. So that's a bit of a victory that we just had, and it feels good. And then the sort of, I don't know, community-minded side of me is like, I'll believe it when I see it. So I mentioned that the center is a very special place. Despite its size, we fostered an excellent community. And I think a part of it is that students come in and they have someone there who speaks their language when they come from community. And I'm not talking about Kanien'keha necessarily, but there's like this unspoken understanding amongst people who grow up in community. I can't explain it, but the humor is similar, and the relationships to our families are similar. We all sort of know these inside jokes that come from being in community, that come from being Indigenous. And I think it's just a relief, you know, to be able to come into a space and figure out that, oh, this person gets me. And I mean, no disrespect to the non-Indigenous people doing this work, there's not enough capacity. But I feel like our students are at a bit of an advantage having that person there who understands like that grief isn't something that goes away in a week, that we carry it and we live with it, who understands the importance of bannock on the table in the morning. Yeah, so I think, you know, my identity does play a strong role in the success of the center. But it's not all that, you know. So throughout the year for the students, I plan workshops. We bring in a lot of cultural knowledge as much as we can. And when I don't have skills, I do try to bring in people who have it. So we've done moccasin making workshops in the past that we brought in a knowledge keeper from Kahnawake. We've made mitts that Inuit people wear out of sealskin. We brought in an Inuk sewer.
We were recently lucky enough to learn how to skin geese, pluck geese. And that was with the help of a Cree student whose husband went hunting and who wanted to share this knowledge and his connection to the land. We taught ourselves how to tap maple trees this last spring, and we made maple syrup out of silver maples. So don't laugh at us, but we don't have sugar maples on campus yet. The syrup still tasted wonderful. So yeah, I mean, I think the message I have is, you know, we're all doing the best we can, and we do create some really special environments. I think we all know that our Indigenous students are just incredible examples of like perseverance and love and laughter. I just wish they didn't have to be so perseverant. And I think that's part of what my job is to make it so they don't have to carry that burden of these barriers on their shoulders. They don't have to figure out these answers for themselves. They have someone here who can point them in the right direction, who's been in their shoes before. I actually failed out of CEGEP, but now I have a master's degree. There's many ways to success. And speaking of success, I think one of the great things about getting to know students so closely is that I can identify their strengths and maybe point them into the direction of a program that would really work for them. And so when I came in, there was a student who was struggling, went into the wrong program, then went into social science, and that's not really a great program for anybody unless they're really into research. And I was able to, you know, see what they were strong at and suggest this program, and they graduated from it and they found work in it. And it's just, it makes me smile so much that I was able to have an impact on a young man's life that way. Our graduation rates are rising every year. You know, our numbers are still low because we're only 1% of the college, but an additional 2 graduates every year, we're really exponentially growing our graduation rate. And if the bigger space does indeed come true, that might be my #1 success in my time here. That's all I have to say for now. I mean, I think I could talk about this subject for 3 hours, but I'll leave it at that, and I'm open to questions. Thank you so much, Joanne Dino, for being with us today. I really appreciate your the complexity you bring to this discussion as an Indigenous person, but also with limited resources sometimes within, you know, universities. And also the way you build kind of a community within the students and how you bring everyone's experience to the betterment of that community. So thank you so much again for joining us today. It's really a pleasure. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que dans le chat, avant la période de questions, je vais juste mettre dans le chat un questionnaire pour les spectateurs. Donc, si vous voulez prendre un petit peu de temps pour le compléter, c'est vraiment important pour nous améliorer, pour comprendre comment est-ce que vous vivez l'expérience des webinaires. Et puis maintenant, je vais me retirer comme présentatrice principale et je vais inviter les spectateurs à poser des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui œuvrent dans les services pour les étudiants autochtones. Donc, si vous avez des questions, ou même si vous voulez partager vos réflexions, vos propres expériences dans ces services, c'est toujours bien apprécié, mais je laisse l'espace aux spectateurs maintenant. Juste un petit rappel, c'est enregistré, mais si vous ne parlez pas, vous ne serez pas sur la vidéo. Voilà. Vous pouvez aussi mettre les questions dans le chat si vous préférez. Oui. Voilà. Peut-être que je pourrais poser une question à ce moment-là. Donc, pour les panélistes, donc vous œuvrez des fois dans des services à l'intérieur d'un plus grand établissement.
comment est-ce que vous vous sentez supporté ou non par l'établissement dans lequel vous travaillez? Donc, how do you feel or not supported by, oh, okay. How do you feel supported or not by the administration of your establishment where you're working at? Go ahead, Chi. Yeah, I can answer. Like I mentioned, the hiring of additional workers to meet student needs has actually made a huge impact on my experience here at Dawson and made me feel more supported. But I also have the privilege of having the full trust of my supervisor and the team. Sometimes my methods are not in line with sort of, I guess, Western standards. I'm trying to think, what's the term now? Anyways, I have the trust. And so, if I play cards with the students, it might not seem like a normal thing one would do in the office, but that's relationship building. And so it's not viewed negatively. And that's been really important for me. I've been able to develop the job as I saw fit and wasn't expected to fit into a mold. I guess there was really no mold in these types of jobs, right? But just that real sense of trust that they have in me makes a big difference. Laurie et Livia, est-ce que vous voulez partager votre propre expérience? Oui, en effet, c'est ça. Moi, j'ai un peu dans le même sens. J'ai beaucoup de support ici. Mon directeur, heureusement, il est autochtone. Donc, il est quelqu'un de très ouvert, une écoute très attentive. C'est vraiment un soulagement de travailler avec lui parce que toutes mes questions, il va accueillir et mes collègues aussi. Donc, je me sens très supportée et aussi, il n'y a pas comme un encadrement vraiment comme il faut faire, comme ça. J'ai beaucoup de liberté. La seule chose, c'est aussi ici, comme l'espace est petit, mais on va peut-être essayer d'avoir un espace plus grand aussi, surtout pour les étudiants, mais pas pour moi. C'est pas mon problème, en effet. Mon bureau est grand, mais l'espace est petit. Donc, c'est la seule chose peut-être qu'il faut changer, mais plutôt pour les bien-être des personnes étudiantes. C'est ça. Merci. Moi, je répondrais que dans l'équipe immédiate, je suis chanceuse parce qu'on a quand même, je suis pas seule. Souvent, je vois les gens dans les universités qui travaillent sur les enjeux autochtones qui sont très peu nombreux. Donc, dans l'équipe immédiate, il y a un bon soutien. Parfois, on trouve que c'est lent à faire monter plus haut que nous certains enjeux, mais on sent une volonté là, de plus en plus. Là, moi, c'est ma 3e rentrée, puis je sens vraiment une grande différence dans la position qu'on a en tant que centre, nous, de Nicanité dans l'institution, mais aussi pour nos étudiants qui ont une volonté de faire différemment, de faire mieux, puis d'avoir des réflexions, ne serait-ce que sur les bons mots à utiliser, la posture à avoir. Donc, on sent un vent de changement de plus en plus. Merci, Laurie. Donc, je prends des questions qui sont dans le chat. Quels sont les enjeux particuliers, des éléments à considérer lorsque vous rencontrez des étudiants autochtones avec des problèmes de santé mentale dans une démarche intersectionnelle? Donc, what are the specific challenges, elements to consider in particular when you meet with students who have mental health issues in an intersectional approach? I can go again. I have an example that came to mind. We had a student who was dealing with mental health issues related to just being from the north and having to come to the city. So homesickness and isolation, which only can make things like depression and anxiety worse.
Under normal circumstances, when students, after the first 2 weeks of school, if students haven't dropped out and they feel like they need to go home later on in the semester, they're required to get academic authorized absences, which are like medical notes in order to leave. We know that it's very difficult for people to get primary care doctors. We know the issues that Indigenous people face in the healthcare system in Quebec. And so reaching out or getting that medical support is often just a huge barrier in and of itself. The student was able to advocate for themselves, though, that what they really needed was to go home and be on the land. And initially I thought there's no way that the college will accept this. They are so bureaucratic that the student is going to be unfairly punished for recognizing what they need, which is to return home just to get themselves better again. To my surprise, we had allies, not so much on the academic absence, the authorized absence front, but on the appeals front, so that there would have been support. Unfortunately, the student ended up not submitting the authorized absence, but I feel like just that acknowledgement that a student deciding to go home to be on the land would have been accepted is enough. And so I think institutions really need to take into account that cultural knowledge, that Indigenous people know what they need to recenter themselves, and it's ceremony or land or family. So really trying to step away from this Western medical science front and yeah, that's it. De votre côté, Livia et Laurie, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez partager? À date, je n'ai pas eu encore personnellement des rencontres avec des étudiants, mais c'est sur les BIRE, c'est les bureaux de l'inclusion de la réussite étudiante. On a plusieurs personnes qui vont être préparées pour dealer avec les questions rapportées à la santé mentale, mais comme je vous disais plus tôt, là, c'est vraiment la sécurisation culturelle. Il faut vraiment comprendre la personne qui a posé la question a parlé d'intersectionnalité. Donc, de quoi on parle quand on parle de santé mentale? C'est sûr que je vais avoir toujours ça en tête, de voir si ce n'est pas une question rapportée au fait, par exemple, d'être en ville et venir d'une communauté éloignée, par exemple. Sinon, c'est vraiment, si ça s'agit d'un choc culturel, si ça s'agit d'un encadrement d'un professeur qui n'est pas tout à fait sensible aux questions d'apprentissage, la façon d'apprendre, c'est différent, la façon même de transmettre les connaissances, les savoirs, ça peut être différent. Donc, c'est cas à cas, et si ça m'arrive, c'est comme ça que j'espère pouvoir procéder dans mes démarches. Mais si je n'ai pas un exemple concret pour vous donner maintenant. Moi, je dirais que ici, j'ai la chance d'avoir des collègues travailleuses sociales et psychologues. Une psychologue qui a fait son doctorat sur la résilience des peuples autochtones, donc qui ont déjà des belles ouvertures, puis j'ai des belles collaborations quand j'ai à aller. Des fois, je pars avec un étudiant qui va avoir besoin là, du service psychosocial vraiment avec l'étudiant, l'étudiante, le reconduire, puis normalement, ça se passe vraiment très bien. Puis, pour ce qui est aussi des fois de certains accommodements, en général, ça se passe bien quand il y a, comme disait, je ne me rappelle plus de son prénom. Diawandino. Diawandino. Merci. Ben, c'est certain qu'il y a des gens qui ont des ouvertures à permettre, par exemple, une absence parce que la personne va partir en territoire hors de la semaine de mi-session régulière ou qui vont avoir des ententes. Là, puis par rapport à des problématiques de santé mentale, j'ai vu aussi des reports d'examen, des ententes, des accommodements qui sont mis en place là, quand c'est nécessaire. Merci énormément. Je vais passer à la prochaine question. J'allais, juste avant que tu passes, Audrey, Oui. j'allais inviter, je vois qu'il y a des gens qui répondent dans le chat, qui est super, mais on vous invite aussi, si vous voulez entrer dans le dialogue,
Je sais qu'il y a des personnes ici qui travaillent aussi dans le même genre de poste. Donc, Oui, voilà. donc Shukran, c'est ça qui est avec nous aujourd'hui. Yes, sir. Il y a Ouais. quelques personnes que je reconnais qui travaillent dans ces services-là. Donc, la prochaine question, c'est avez-vous des suggestions quand on tente d'engager un agent de liaison autochtone dans un établissement d'enseignement? Une offre d'emploi a été publiée dans notre établissement, mais sans succès. So, do you have any suggestions when we want to hire a liaison officer that is Indigenous in a post-secondary establishment? We posted a job offer, but we did not have any success. We target our postings in Kahnawake, like in our local newspapers and our local job boards. Yeah, that's the way we find. That's how we post. Shukran donnait une bonne réponse dans les chats. Donc, faire circuler l'offre d'emploi parmi nos relations sur le territoire, donc parmi les organisations, institutions, réseaux autochtones dans la région où on souhaite recruter, par les personnes autochtones qui travaillent, qui peuvent faire cheminer l'affichage. Donc, bref, un travail préalable à investir avant même de recruter. Il y a certains groupes aussi sur Facebook qui sont vraiment dédiés à justement l'embauche de personnes autochtones. Donc, il y a un cercle, si vous cherchez là, un cercle d'emploi autochtone qui est disponible sur Facebook, mais je pense que Shukran qui parle de bâtir des relations puis d'y aller à travers ça, c'est une très belle stratégie. Merci beaucoup, Shukran. Prochaine question. À tous, quelle est la forme la plus fréquente d'obstacles, de barrières rencontrées par vous et vos étudiants? For everyone, what is the most frequent form of gatekeeping you and your students encounter, or the obstacles? Je me lance en disant que c'est parfois la rigidité, les formulaires, c'est ça, les règles, tout ce qui est bien canné et encarcané, puis qui est plus difficile. Puis des fois, ça peut être dans des situations avec une personne qui démontre moins d'ouverture ou juste le système en lui-même qui fait qu'il y a certaines barrières, là, sans faire le débat du racisme systémique ou non. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je pense qu'il y a des individus qui, des fois, démontrent peu d'ouverture. Puis des fois, il y a aussi des moyens. Par exemple, je donne cet exemple-là, mais on a fait des portes ouvertes, puis pour venir aux portes ouvertes, il fallait déjà remplir un formulaire. C'est déjà une règle. Donc, nous, on se dit, ben, on va les inviter sur Messenger, on va les inviter par Facebook, on va rentrer en communication différemment parce que la manière de procéder déjà en partant peut être un peu plus institutionnelle, formelle. Donc, je dirais que c'est dans ces enjeux-là, ces barrières-là que je vois. Oui, j'irais plus ou moins dans le même sens. Parfois des bureaucraties, des peu d'ouverture de quelques, en tout cas, c'est ça, des personnes plus fermées par rapport aux différences. Mais aussi, parce que c'est ça, comme ça fait pas longtemps, je n'ai pas encore beaucoup des gens qui viennent me voir, mais les Français. Parfois, ça peut être un obstacle pour des gens qui ont grandi en parlant leur langue en communauté ou les gens qui parlent plutôt l'anglais. Donc, ça peut être un défi. Et heureusement, on a une étudiante autochtone Innu qui nous donne un tutorat en français parce que son cours, c'est enseignement en français langue seconde. Donc, on était chanceuse parce qu'elle voulait nous donner des heures ici pour les Nisga'a. Donc, mais je vois que ça pourrait être un obstacle pour quelques étudiants parce que je pense que c'est comme 2 ou 3 personnes m'ont déjà cherché par rapport à ça. Donc.
Allô? Attends, non. OK. Mais je sais pas, je tenais à dire mes obstacles. Mes obstacles à moi, c'est beaucoup la langue. La langue, fait que j'ai grandi ma première langue, c'est l'Innu. Fait que il fallait que j'apprenne, puis la structure de phrase en Innu, puis en français très différente. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans la structure en Innu. Puis la position de l'école aussi, c'était très. Mais genre, c'est comme exemple, pour quand j'étais dans ma communauté, il n'y avait pas de. Quand j'ai fini mon secondaire 5, il me manquait certains cours, fait qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas les cours des adultes dans le coin, fait qu'il fallait que je déménage. Après ça, quand j'ai fini mon secondaire, il fallait que j'aille au cégep, et je me suis inscrite dans la même ville où j'étais déjà. Puis s'il n'y avait pas d'université, il aurait fallu encore que je déménage. Fait que c'était, je sais pas, ça me tentait pas de déménager encore, aller plus loin, puis être plus loin de ma famille, être plus loin aussi de mes activités culturelles que j'ai ici. Puis non, des fois, ce qui me fait réagir aussi, c'est des lectures. Genre, c'est mes lectures ils parlent de ma culture, ils parlent de ma langue, de tout, mais ça, c'est pas écrit par nous. Ça a été écrit par quelqu'un qui est venu ici juste pour observer, puis après ça, il a écrit de quoi. Des fois, ça ne correspond pas, fait que ça nous fait réagir aussi. Puis il y a aussi la culture aussi qui est très différente parce que j'ai confronté plusieurs de mes profs aussi en raison avec ma question. Comme mon cégep aussi, j'ai fait, quand j'étais au cégep, j'étais en représentant des enfants autochtones, fait que j'ai amené beaucoup d'activités, j'ai d'amener beaucoup d'activités culturelles, puis de faire des ponts entre les deux, entre les autochtones puis autochtones. Puis puis elle m'a proposé le même genre de poste à l'université, fait que j'essaie encore de faire. Puis en même temps, mon expérience personnelle au travail m'a permis aussi de comprendre que si, c'est temps, genre genre d'amener, genre, qu'il y a plusieurs façons, une manière d'amener nos idées. Genre, je travaille depuis longtemps, je travaille pour l'Opiconi Mobile. Puis, fait que ça permet aux gens des communautés dont j'ai fait des escales d'amener leurs idées, mais en images. Mais genre, aussi, mais en ce moment, aussi, ce qui est dans mes recherches, dans mes cours, on prend tout, mais genre, moi, quand j'ai un travail d'équipe au sol, je prends tous mes sujets autochtones. Comme là, en ce moment, on travaille sur l'alphabétisation des Autochtones. Fait que c'est ça, c'est ce que on a plein de. Fait que c'est en lien aussi avec mon travail parce que dans mon travail, je dois faire signer des documents légaux. Fait que des fois, c'est la personne que j'ai devant moi ne prend pas le temps de lire ce qui est écrit. Il me dit, explique-moi ce qui est écrit. Puis je lui explique ce qui est écrit, mais il ne prend pas le temps de lire. Je pourrais ajouter n'importe quoi, puis il signerait, je pense. C'est ça, je trouve important de dire que c'est la langue aussi qui est importante, puis genre que. Ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Daphné. Je pense que tu comprends pas à quel point tes interventions sont tellement pertinentes aujourd'hui, puis c'est tellement important d'avoir ton expérience puis ton feedback. Giovandino, est-ce que tu veux, do you want to reflect as well on these obstacles and barriers?
Ah, Bouteina, vas-y. Oui, Bouteina. Il faut que tu... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, je ne peux pas rater cette occasion de réagir à l'intervention de Daphné. Donc, pour lui demander, tout d'abord pour lui féliciter de cette volonté d'affirmer son identité. Et malgré ces moments difficiles de vivre cette confrontation usuelle avec des gens qui ne comprennent pas la culture ou qui ont une fausse compréhension de la culture autochtone. Ma question, c'est, durant ces moments, quel était ton rêve pour réussir à imposer, excusez-moi, j'ai perdu la page. Donc, quel était ton rêve? Et moi, je sais très bien l'importance de la place du rêve dans la culture autochtone. Est-ce qu'à ces moments, as-tu un rêve dans ta tête qui t'aidera à mieux affranchir ces moments de confrontation? Je sais pas. Genre, je sais que dans les communautés, pour faire pour, mais des fois, mais je sais pas. Euh, ouais. J'ai j'ai mon beau-père qui est dans la politique, fait que je sais que en étant dans la politique, on peut faire bouger beaucoup de choses dans les communautés, mais en même temps, la politique, ça ne me tente pas. Mais mon rêve, serait qu'il y ait, je sais pas, qu'on ait une structure qui va nous permettre de mieux nous diriger vers l'autodétermination aussi. Alors, ça, on est je sais pas, en tant que travail social, quand j'aurai fini mon bac, puis en tant qu'intervenante, je vois piconnier aussi. Ça, c'est d'être qu'on soit plus d'Autochtones qui finissent l'école, qui amènent une structure, puis que c'est comme mais qu'on amène notre structure soi-même aussi, puis c'est ça, c'est ça, puis qu'on nous comprend, qu'on nous comprend plus, puis qu'on nous fasse plus confiance dans ce qu'on dit aussi, je pense. C'est exemple, pour histoire courte, là. Le prof que j'ai confronté au cégep, c'était déjà, j'ai amené un enfant, j'ai fait une recherche sur l'adoption coutumière. Fait que notre problématique était l'adoption coutumière. Non, l'adoption coutumière a un impact sur les enfants, sur l'enfant adopté. Puis ça, c'est après ça, moi, dans notre impact, même si l'enfant reste dans la communauté, s'il est adopté par une famille qui reste dans la même communauté, il y a déjà un impact. Mais pour notre enseignante, il n'y avait pas d'impact. Fait qu'on est allé vérifier, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé vérifier avec d'autres profs qu'on considérait comme mais pas autochtones, mais genre, je sais pas, des alliés. Ils nous enseignaient dans un contexte autochtone. Fait que pour eux, ils nous répondaient à notre problématique. Fait que ça, on a confronté longtemps cette enseignante-là, puis c'est ça. Puis genre, vu que j'étais dans l'association étudiante, puis j'avais mon ami qui était dans l'association étudiante, qui était genre qui pour elle, c'était genre conflit entre étudiants puis étudiants et enseignants. Fait qu'elle est allée régler aussi mon problème. C'était comme. Et ça, elle m'avait dit qu'elle a dit au prof que c'est sûr que je ne lâcherais pas l'affaire. Puis c'est ça, elle devrait lâcher prise aussi, elle, de son côté, parce que c'est sûr que je connais genre la façon dont je parle de ma culture, puis de ce que je connais. C'est sûr que je ne lâcherais pas. C'est ça, mais en même temps, c'est très prenant. C'est très prenant émotionnellement, puis psychologiquement. Puis ça, c'est... Moi, j'avais mes amis, ma
mes parents, fait que c'est ça. Puis mon père aussi était policier, fait que puis ma mère travaillait aussi en intervention dans le maison des jeunes. Et eux aussi étaient prêts à aller faire des interventions et dire que ce que ton prof pense ne fonctionne pas avec ce qu'il dit, mais c'est ça. C'est ça, mais l'adoption coutumière aussi, il y avait un lien avec la DPJ, fait que c'est ça, il faut comprendre. Fait que, c'est ça, moi, ma mère et mon père étaient prêts à venir intervenir pour nous raconter comment eux ont vu leur intervention, puis comment eux, ça fonctionnait leur intervention. Fait que mon rêve, ce serait genre qu'on nous comprenne, puis qu'on nous fasse confiance dans nos interagissements. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien oui. Je dirais une des barrières, c'est beaucoup le rythme. Je voulais juste le nommer, le temps. C'est exigeant, c'est demandant pour tous les étudiants. Mais souvent, en plus, quand c'est confrontant émotivement, comme Daphné l'a nommé, puis que tu as des travaux à remettre, puis que tu as du contenu théorique, puis Daphné, tu sais, je me permets de le nommer parce que tu l'as un petit peu nommé, là. Tu sais, Daphné, l'autre fois, elle m'a dit, plus je comprends, plus il y a des choses qui me choquent. Tu sais, au début, les premiers cours, elle me disait, j'apprends juste la politique québécoise, mais je ne suis même pas sur vos mêmes lois. Moi, dans ma communauté, c'est la loi sur les Indiens. Puis là, ben, de fil en aiguille, de semaine en semaine, plus Daphné comprend des choses, plus il y a des choses qui se brassent à l'intérieur. Fait que tu as aussi à rédiger des travaux de contenu théorique pour répondre à un professeur qui est alloctone, qui peut-être démontre une certaine ouverture, mais qui, toi, ça te remue à l'intérieur. Ben, toi, là, je parle des étudiants. Puis, veux pas, il y a cette notion-là, que ce soit peu importe le programme dans lequel nos étudiants étudient, je pense qu'il y a toujours une confrontation avec ces différences-là, ou avec des blessures qui remènent, ou qui font ramener à des situations où, dans le travail théorique, il faut que tu vives aussi tout plein d'émotions en même temps. Fait que ça devient fatigant aussi, je pense. Oui, c'est ça aussi. Ça me fait penser, mettons, il y a 2 semaines, je pense qu'il y a un prof, le prof qui nous enseigne un cours revient l'hiver prochain. Et ça, elle nous a dit qu'elle a enseigné tel cours. Puis là, j'ai dit, mais on était là. Puis après ça, j'ai dit, OK, moi, je veux un contexte autochtone dans ce cours-là. Elle me dit, oui, je vais faire du mieux que je peux. Puis là, j'ai dit, il faut que tu te convertir en tant qu'autochtone, parce que moi, je veux que mon cours soit en contexte autochtone. Donc, ça, c'est aussi, mais ça, c'est ça, c'est ce que Laurie a dit, mais c'est ce que j'ai dit à Laurie, là, c'est de plus que je comprends, puis des fois, j'aimerais pas comprendre. C'est exemple, je sais pas, c'est exemple, c'est ça, c'est aussi le fait d'être autochtone, puis de suivre des autochtones, puis de comprendre tout ce qui se passe dans leur vie est très difficile aussi. Hein. C'est comme, exemple, j'ai fait une analyse synthèse, puis il fallait, avec l'approche bioécologique, c'est ça, j'ai compris mon approche là, mais imaginez si 25 personnes avec une bio-approche autochtone qui ont des problématiques très différentes, c'est des fois juste envie de leur dire, OK, tu vas régler telle affaire comme ça, mais je peux pas. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup, mais c'est très prenant. Oui, il doit y avoir du matériel qui est triggering, qui est très confrontant, ou qui est mal expliqué, pour avoir vu certains textes là, qui sont disséminés dans ma propre université. J'ai beaucoup de questions des fois aussi. Je vais passer à la prochaine question. Donc, pour les agents qui travaillent avec les étudiants autochtones en milieu urbain,
Est-ce qu'il y a une stratégie mise en place pour les aider à être plus actifs ou plus présents dans la recherche des solutions aux enjeux que ces étudiants rencontrent dans les villes? Donc, toi, tu nous as parlé de ton adaptation, Daphné, mais il y a comme Sharon nous avait aussi dit qu'il y a des étudiants qui viennent de loin. So there are students that come from the north or come from rural communities. Et ces gens-là vivent probablement des enjeux d'adaptation déjà là au contexte universitaire, puis au contexte urbain. So these students might experience specific challenges to the college or the institution itself and then to the city. Est-ce que vous avez des stratégies pour les accompagner? Do you have strategies to accompany them? Nous, ici, on a un contexte qui fait en sorte qu'on fait des partenariats avec des communautés. Donc, on envoie des enseignants en communauté, des professeurs, des chargés de cours en communauté. Donc, on a physiquement à Chicoutimi certains étudiants, mais qui normalement habitent Mathias, qui est quand même à proximité, là, à 1 heure de route, puis qui ont peut-être un moins grand choc que quelqu'un qui arrive vraiment là, d'un territoire plus lointain. Puis comme Daphné l'a exprimé, ben, à cette île, il reste très près là, de Ouachat. Puis ça lui permet de rester chez elle dans sa communauté ou en tout cas à proximité là, de cette île. Par contre, lorsque ça arrive, on a un programme de mentorat là, que l'année dernière, on avait une étudiante justement, quand je disais j'ai accompagné pour trouver un appartement, puis on l'a beaucoup plus soutenue, je vous dirais, dans l'adaptation à la vie ici. On l'a mis en lien avec une étudiante de 3e année qui était dans un programme similaire, puis on partageait beaucoup sur leur culture qui était différente, mais justement, ils ont voyagé un petit peu sur le territoire pour aller vivre des activités, puis pour l'adaptation au milieu urbain, puis les lieux, les endroits. Je vous dirais que souvent, c'est le centre d'amitié où c'est nous qui va donner les adresses, qui va pister, qui va faire un petit tour là, des bonnes références autour. On n'est pas une énorme ville non plus, là. Fait que des fois, ils n'ont pas un si grand choc parce qu'on est capable d'aller marcher dans le bois sur le terrain ici de l'université, mais ça reste quand même différent, là. Puis une adaptation quand on déménage. Donc, on les accompagne du mieux qu'on peut. We're lucky because say half of our student population is from Kahnawake or Ganasidaga, and so we're, within 20 minutes of our community. For the students who come from the north, that adjustment has been more difficult. And so we rely on our returning students, our returning Cree and Inuit students to help build that community. I think it's one of their strengths, if it's one of their strengths, to, be that mentor role while also protecting their own time and energy. So the hiring of the social worker technician really has made that impact for the northern students. I don't know if she was able to do it this year, but it's that initiation, that initial getting to know the city. So she plans to take students like on a tour of the metro to get your metro passes, where to find inexpensive groceries, stuff like that. Like sometimes it is more one-on-one. Yeah. We don't really get a chance to go on the land as much because we don't have a forest within a walk. We have a little park with some cool trees, but yeah, I think that's one of the things that we're really missing, and I guess we'd like to build upon in the future, especially in Kahnawake or Ganasidaga, which is a bit further west, but just get out of the city would be really important. Oui, pour moi, comme je vous disais, un des défis, c'est de montrer aux étudiantes, aux personnes étudiantes autochtones qu'il y a un espace et un service pour eux. Il y a du monde qui ne savent pas encore ici. Donc, j'ai eu juste la question d'une personne qui vient de Wemotachi. C'est quand même éloigné, une petite communauté. Donc, elle avait besoin d'aide avec logement parce qu'elle est une jeune maman aussi. Donc,
mes démarches maintenant sont concentrées pour un logement. Mais en même temps, je sais qu'on a des services, les billets offrent des services aussi adaptés pour les logements. Et aussi, comme Laurie disait, mettre les gens en contact, comme ça, elles peuvent s'aider aussi par rapport les services aussi comme... je n'ose pas prononcer, je m'excuse là. Jawendino. Am I saying it correctly? Je m'excuse, je dis non, de montrer où sont les services moins chers, ou acheter l'épicerie et tout ça. C'est des choses que je prends note en effet parce que quand je sois demandée, je vais avoir en tête ce genre de questions parce que parfois on ne pense pas. Hein, donc, mais c'est ça, mais à date aussi, comme ça fait pas longtemps, c'était juste par rapport aux logements vraiment. Daycare for children is also something that people really maybe aren't aware of. Like when they come down to the South, they're more used to like a system where you can just bring your kid whenever to daycare, but here, you know, that's not really a possibility. And so sometimes they get down to the South, start of the semester, and they have to struggle to find a place for their child. And so more than once, I've been babysitting in the center, which is fine for a few hours, but really not, like, for safety reasons, not ideal. So we try to reach out before the beginning of the semester with our Northern students, to give them a list of everything they can expect and what they need and how we can support them. On arrive à la fin de notre webinaire, donc je vais juste tranquillement aller vers la fin du webinaire. Donc, en premier lieu, merci à tous les panélistes d'avoir partagé avec nous et d'avoir répondu aux questions. Votre contribution est vraiment importante. Merci aussi à Daphné en tant qu'étudiante d'avoir partagé son parcours. Thank you, everyone. Thank you for the presenters, and thank you for everyone who has been here today asking questions. It was really a great experience, I think, for us. Donc, merci. Thank you. Nyawen, miigwech.